La faillite de la banque Lehman Brothers. We're in the midst of a serious financial crisis. Les places boursières ont de nouveau battu des records de chute. C'est donc un lundi noir qu'a connu la finance mondiale. Our entire economy is in danger. Une crise économique, on en a tous connu une, celle de 2008. Mais une crise économique, ça ne vient pas tout seul. Elle résulte souvent de grosses erreurs politiques. Vous allez découvrir 3 de ces erreurs qui ont détruit l'économie mondiale de l'Empire romain au XXe siècle. Cette vidéo se base sur ce livre d'Anne de Guigné. Il est vraiment excellent, donc si vous êtes intéressé, on vous a mis le lien en description. Rome, 3e siècle. Vu de l'extérieur, l'Empire romain est tout puissant. Il contrôle tous les territoires à proximité de la Méditerranée. Mais à l'intérieur, c'est une toute autre chose. 284 après Jésus-Christ, l'empereur numérien vient de se faire assassiner. Une dizaine de généraux s'affrontent pour prendre sa succession, et c'est Dioclétien Ier qui y parviendra. Le nouvel empereur est un militaire aguerri, mais il n'a aucune expérience politique. Son caractère brutal et son inexpérience lui assurent un règne compliqué. Dioclétien s'empare du pouvoir et de ses avantages, mais il ramasse aussi les galères qui vont avec. À commencer par un début de crise économique qui succède à 2 siècles de Pax Romana, une monnaie romaine. L'Empire romain est à l'époque une plaque tournante du commerce mondial. En effet, il possède de nombreux atouts. Un vaste territoire qui recouvre l'entièreté du bassin méditerranéen, mais surtout sa monnaie qui unifie les échanges. Tous les produits transitent par l'Empire. L'Égypte et les Gaules fournissent du blé, le Proche-Orient des produits textiles, la Grèce des amphores, etc. Du coup, l'Empire devient dépendant des autres royaumes. L'instabilité commence à se sentir, ce qui entraîne des complications. Les barbares sont aux portes de l'Empire au nord-est, et les marchands profitent de la crise pour augmenter leurs prix. Du coup, l'économie romaine jusqu'à là bien équilibrée est à présent menacée, surtout que chaque empereur veut ajouter sa pierre à l'édifice et créer sa propre monnaie à son effigie. Les nouvelles monnaies des empereurs n'ont pas la même valeur, soit à cause du poids, soit de par leur contenance en métaux précieux. Par exemple, l'aureus est une monnaie en or. Elle a une valeur de 25 deniers. Le denier, c'est la valeur de référence. Plus concrètement, ça permet d'affilier aux monnaies une valeur de la même unité. Sauf que même si on donne une valeur de référence aux monnaies, c'est encore le bazar. En fait, il y a à cette époque 2 types de monnaies en circulation. La monnaie fiduciaire, dont la valeur s'exprime par ce qui est frappé, comme on le retrouve aujourd'hui avec nos billets, et la monnaie intrinsèque, dont la valeur s'exprime par le poids en métaux précieux. Mais en plus de ça, la monnaie intrinsèque s'oxyde avec le temps, c'est-à-dire qu'elle perd du poids et donc de la valeur. Du coup, la valeur du denier n'est jamais stable et c'est le bordel. Pour vous donner une idée, plusieurs savants ont fait une estimation de la valeur du denier, mais aucun n'est arrivé au même résultat. Il faut savoir que les prix ont doublé entre le 1er et la fin du 2e siècle, ce qui est plutôt normal. Mais au 3e siècle, les prix ont fait x35, donc tout le monde perd confiance en la monnaie. Par conséquent, les prix augmentent encore et encore. Seul le blé et l'huile d'olive résistent à cette hausse. Pour lutter contre l'inflation, Dioclétien essaye tout. Créer d'autres monnaies, en supprimer d'autres ou encore d'en réformer, mais ses efforts sont infructueux et ses tentatives échouent. Face à ça, et totalement dépourvu de solution, il opte pour une manière brutale et promulgue en 301 la loi du maximum. Concrètement, cette loi fixe un prix plafond pour plus de 1000 produits alimentaires et industriels, mais elle limite aussi le montant des salaires, le coût des transports, la main-d'œuvre et j'en passe. Ce qui dépassait ces maxima ou stockait des marchandises, en gros ce qui contribuait à accroître la pénurie et la hausse des prix, était passible de la peine de mort. Mais cette menace n'arrête personne. Les prix continuent d'exploser, le troc et le marché noir reviennent, l'huile et le blé s'envolent aussi. C'est une catastrophe. L'édit est vivement critiqué et l'Empire a droit au cachet habituel, des combats éclatent, le sang coule, la totale quoi. Surtout que les maximums autorisés ne sont absolument pas respectés. Face à ce désastre, Dioclétien décide d'abandonner l'édit seulement 19 jours après sa promulgation. Face à cet énième échec, Dioclétien entre dans une colère incontrôlable. Il persécute quelques chrétiens pour calmer ses pulsions et il promulgue en 303 un nouvel édit qui interdit le christianisme. Dioclétien persécute à nouveau les chrétiens, les accusant d'être à l'origine de cette crise. Les églises ainsi que tous les objets sacrés sont brûlés. C'est Constantin, son successeur, qui prendra les mesures adéquates pour résoudre cette crise. Il s'attaque à la principale cause de celle-ci, l'instabilité économique.
Il marque le retour de l'or dans les transactions avec une nouvelle monnaie, le solidus, composé d'or et d'argent. Les prix mettront tout de même plusieurs décennies avant de redescendre, mais le solidus s'impose rapidement dans le système monétaire. Constantin a instauré un impôt sur le chiffre d'affaires, même pour celui des prostituées, alors payable en or et en argent. Cela pousse la population à renoncer au cuivre et au bronze. Le solidus reste d'ailleurs stable, même après la chute de l'Empire, car il ne disparaît qu'au Xe siècle. Venise, XIIIe siècle. À cette époque, Venise est l'empire romain du XIIIe siècle, c'est-à-dire qu'elle est l'épicentre du commerce mondial, notamment grâce à sa localisation. La cité se situe à mi-distance entre l'Orient, l'Occident et l'Asie, avec en plus de ça la domination totale du bassin méditerranéen, comme l'empire romain un millénaire auparavant. Sauf que si on regarde la carte du monde au XIIIe siècle, le plus grand empire n'est pas dirigé par un Auguste, mais par un Khan. En effet, l'empire mongol domine toute l'Asie centrale et s'étend de l'Italie à la mer de Chine. Et c'est durant cette période qu'a été créé le grand échange mongol qui revisite la route de la soie et met en place des échanges commerciaux entre l'Europe et l'empire mongol par exemple. Ce qui renforce encore le statut de Venise comme capitale du commerce. Tout transite par Venise. Les vêtements viennent d'Asie, la nourriture de l'Ouest et les esclaves des pays slaves. Entre 1050 et 1330, les plus grandes familles de marchands s'installent à Venise. Et donc, la cité voit sa population se multiplier par 3. Elle dépasse même les 100 000 habitants, ce qui est quand même assez énorme pour l'époque. En quelques décennies, Venise contrôle toutes les routes commerciales en Méditerranée et certaines en Orient. Les familles les plus influentes s'y installent, c'est le cas de la famille de Marco Polo qui tisse un lien fort avec l'empire mongol. Cependant, la hiérarchie vénitienne est stricte. Si les familles de grands marchands n'ont aucune fonction politique, elles ne représentent rien, et inversement. C'est pour ça qu'on dit que le pouvoir politique et le succès commercial sont intimement liés. Et ça frustre beaucoup de marchands, parce que la population de Venise, c'est l'élite de la société, et elle refuse catégoriquement d'être dégradée au second plan. On obéit toujours aux riches, donc la hiérarchie politique doit être réformée. En 1172, le doge, en gros le chef de Venise, est assassiné. C'est l'occasion rêvée. Un parlement est créé, le Grand Conseil. Il est composé uniquement de représentants de l'aristocratie. Son rôle est de nommer les membres du Sénat et du Conseil, qui ont tous les deux une tâche législative. Mais contrairement au doge, le Grand Conseil ne peut pas prendre de décisions majeures pour la cité sans consulter les multiples contre-pouvoirs qui l'entourent. Au fil du temps, l'accès aux institutions devient de plus en plus facile et plus de familles sont représentées. Pourtant, le nombre de sièges au Grand Conseil reste fixe. Les grandes familles ont donc moins de représentants et certaines sont même écartées du pouvoir. Le Grand Conseil s'homogénéise avec l'arrivée continuelle de nouvelles grandes familles. Mais à partir de 1286, on peut y accéder seulement si le père et les grands-pères y siégeaient. En 1297, les restrictions s'accentuent. Toute personne qui a été membre du Grand Conseil pendant les 4 dernières années est automatiquement réélue. Cette nouvelle loi s'appelle la Serrata. C'est elle qui va entamer le déclin de Venise qui se transforme alors en oligarchie héréditaire. Traduction, ce sont toujours les mêmes familles qui ont accès au pouvoir et celles qui ne l'ont pas se rebellent. Combat, effusion de sang et les autres classiques d'une révolte. En 1310, une police est mise en place par le pouvoir pour faire face aux rébellions. En 1314, une taxe est instaurée pour les futurs marchands. C'est à partir de ces mesures que les nouveaux marchands comprennent que Venise n'est plus le Bombay. Malgré tout, Venise parvient étonnamment à renforcer sa supériorité commerciale, mais seulement au profit des nobles qui sont les seuls à avoir accès aux galères. En 1324, un nouveau tournant a lieu. Les grandes familles se détournent de la mer et se concentrent sur l'intérieur des terres comme leurs homologues européens. Le déclin de Venise se poursuit en 1400 avec la réduction de sa population et la disparition de certaines routes commerciales. En 1453, Constantinople entraîne Venise dans sa chute qui perd de son prestige encore un peu plus chaque année. La chute de Constantinople est un événement important parce qu'il met fin au Coléganza, les traversées avantageuses pour les marchands vénitiens. Et à la fin du XVe siècle, la découverte de l'Amérique et du Cap de Bonne-Espérance ouvre de nouvelles voies commerciales qui permettent d'éviter Venise, ce qui enfouit définitivement la cité. La nouvelle capitale commerciale sera Anvers, une ville belge. Un petit chiffre marquant sur la chute de Venise, en 1500, alors que la population européenne entame une forte augmentation, Venise compte seulement 100 000 habitants, soit 10 000 de moins que 2 siècles auparavant. Avant de passer à la dernière erreur, n'oublie pas de t'abonner pour ne rien manquer, ça nous motive énormément. Russie, XVIIIe siècle.
En France, le XVIIIe siècle, c'est celui des Lumières, de l'encyclopédie, de l'esprit critique ou encore de l'innovation, comme la révolution industrielle. L'innovation est partout en Europe, mais la Russie est écartée de ce mouvement grâce ou à cause de son dirigeant, le tsar Nicolas Ier. Il refuse d'adhérer à ce mouvement car il voit les révolutions qui éclatent dans les autres pays d'Europe entre 1830 et 1848. Il pense qu'il pourra éviter ces révolutions en limitant l'expansion des usines. À la fin du XVIIIe, même si la Russie n'est pas industrialisée, elle rivalise avec les autres pays européens grâce à l'exploitation des gisements de fer. Toutes ces usines regroupent beaucoup d'ouvriers et assurent l'autosuffisance de l'Empire. Pour vous donner une idée de leur importance, une centaine d'usines sont construites à la fin du XVIIIe sous la direction de Catherine II. Les 2/3 pour le fer et le reste pour le cuivre. Toutes ces usines permettent de fabriquer des armes, notamment des canons. La Russie reste donc un acteur majeur de l'économie mondiale et est réputée dans toute l'Europe pour la qualité de son fer. Mais au début du XIXe, les exportations dont la Russie dépend vont s'amenuiser, ce qui va engourdir l'économie russe. La Russie est pourtant prête, elle aussi, à la révolution industrielle, mais elle se heurte au tsar et son ministre de l'économie, Cancrin, conservateur lui aussi. Mais pourquoi ces deux hommes étaient conservateurs à ce point? Eh bien, la réponse est simple. Ils ont grandi au rythme des guerres napoléoniennes et sont donc fermement opposés au libéralisme. Le tsar a 3 mots d'ordre: autocratie, orthodoxie et génie national. Mais cette obsession porte vite préjudice au tsar, surnommé le tsar de fer. Je dois avouer que le jeu de mots est bien trouvé. Sur 60 millions d'habitants, la Russie compte 50 millions de serfs. En gros, des paysans au service des nobles. La moitié exploite des domaines de l'État et sont protégés, mais l'autre moitié vivent sur les domaines de 100 000 familles nobles dans des conditions variables mais parfois épouvantables. Le tsar est conscient des conditions de vie effroyables des serfs et prend des mesures pour y remédier. Mais ces mesures sont minimes, car Nicolas ne veut pas se mettre à dos les nobles parce que c'est eux qui tiennent son régime. Dès la deuxième partie du 19e siècle, la Russie entre dans la révolution industrielle alors que tout le système était basé sur l'exploitation des terres et des ressources naturelles. 1849. Le tsar adopte une loi qui limite les expansions d'usines autour de Moscou, ce qui a pour but de minimiser les risques de révolte. Il interdit ensuite l'ouverture de nouvelles usines de coton, de laine, de filature et de fonderie de fer, car c'est dans ces domaines que les ouvriers étaient le plus susceptibles de se révolter. Dans les autres secteurs, il faut demander l'autorisation au tsar pour installer de nouvelles usines. Des foires commerciales qui assurent la diffusion des innovations industrielles sont annulées. Nicolas Ier a d'ailleurs dit: La révolution est aux portes de la Russie et je jure qu'elle ne pénétrera pas tant que je vivrai. Il n'y avait qu'un ultime objectif à ces mesures, limiter l'exode des paysans vers les grandes villes. Cela montre bien son refus et sa peur de l'innovation. En Europe, seule l'Autriche emprunte la même direction. L'empereur d'Autriche, François Ier, partage la vision du tsar et prend des mesures identiques. Cancrin s'oppose même à la construction des chemins de fer qu'il considère comme non nécessaires et comme, je cite, une mode. Peut aujourd'hui confirmer qu'il s'était trompé. Pour vous donner une idée du retard de la Russie, une seule ligne ferroviaire fonctionne dans le pays en 1842. À partir de 1849, les journaux qui émettent des articles sur les chemins de fer sont censurés. 1850, seulement 1000 km de voies ferrées sont posées. Alors que toute l'Europe est quadrillée par des chemins de fer, la Russie et l'Empire austro-hongrois restent avec les anciens moyens de transport. L'État russe freine le développement des banques qui ne répondent pas à ses attentes. Dans le cadre de la Grande Alliance, la France et la Belgique sont alliées à la Russie et deviennent les piliers du financement des entrepreneurs russes. Ce qui ne plaît absolument pas à Nicolas Ier qui augmente les frais de douane. En 1853, la guerre de Crimée éclate. Elle oppose la Russie à la France, la Belgique et d'autres puissances. Le tsar fait alors les frais de son refus de modernité puisqu'il supporte une défaite cuisante, les trains étant trop longs et trop peu nombreux pour acheminer les ravitaillements. La guerre est perdue d'avance, le pays ruiné et le tsar désespéré. Il tombe alors gravement malade et s'éteint en 1855 avant la fin du conflit. Il fait jurer à son héritier Alexandre II de poursuivre dans la même dynamique, conseil non suivi par le nouveau tsar. Un traité de paix sera signé par Alexandre II en 1856. Suite à l'échec de son père, le nouveau tsar ordonne de développer les réseaux ferroviaires. Mais la crise économique fait des ravages, l'État russe a absolument besoin d'argent. En 1867, il cède une partie de son territoire aux États-Unis, l'Alaska.
Cette région sera vendue pour 7,2 millions de dollars, ce qui équivaut aujourd'hui à 120 millions de dollars. Une très bonne affaire pour les États-Unis qui montre le besoin urgent de remplir les caisses de l'État soviétique. La Russie se remet malgré tout assez vite de sa crise économique car elle est le premier producteur mondial de blé, de pétrole et de charbon à la veille de la Première Guerre. À cette même période, les Russes comptent 3 millions de travailleurs dans les usines contre quelques centaines de milliers au milieu du 19e.